Merci beaucoup pour l'invitation. Je présente donc ce chapitre qui s'intitule Backlash institutionnalisé, l'exemple de l'agriculture-biologie. Et j'argumente sur le fait qu'effectivement, c'est intéressant de s'intéresser aux politiques publiques qui soutiennent, entre guillemets, l'agriculture biologique, pour montrer à quel point ce backlash est ancien et institutionnalisé. J'avais aussi un titre alternatif, et vous comprendrez ensuite pourquoi, et qui s'appelait « Cantonner l'agriculture biologique à la niche, une maltraitance ancienne toujours renouvelée ». Et donc, le contexte de cette affaire, c'est exactement en agriculture ce que vient de décrire Jean-Michel, c'est-à-dire des travaux scientifiques absolument alarmistes sur les effets à la fois sanitaires, environnementaux, etc., du système alimentaire, du modèle agricole et du système alimentaire qui va avec, tel qu'il fonctionne actuellement, effets en termes de pollution des eaux, des sols, de l'air, en termes d'effondrement de la biodiversité, en termes de climat, de santé des agriculteurs, de santé des consommateurs, avec une explosion de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, toutes les maladies liées à l'alimentation, mal-être animal, effets sociaux à la fois sur le revenu des agriculteurs d'un côté, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, une grande précarité alimentaire, et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se nourrir à partir d'une alimentation saine à un prix décent. Donc, vraiment des problèmes qui s'accumulent en lien avec la façon dont ce système alimentaire fonctionne. Travaux scientifiques absolument alarmistes, et puis aussi des avancées finalement dans les politiques publiques en termes de discours, c'est-à-dire qu'officiellement, on a des objectifs environnementaux pour l'agriculture, etc. Mais dans les faits, quand on regarde les politiques publiques, et là je vais bien vous le montrer avec l'agriculture biologique, il y a très peu d'avancées. Et donc on était plutôt, même au niveau de la PAC, par exemple, dans des situations de retour en arrière depuis une quinzaine d'années sur ces questions environnementales. Donc vraiment, on est exactement sur le même tableau que décrivait Jean-Michel. Et aussi, si on regarde la position à la fois des citoyens, mais aussi des agriculteurs par rapport à ces questions de transition écologique. 85% des agriculteurs, dans un sondage BVA Excite de février 2024, montraient que 85% ne sont pas opposés. Il n'y a que 15% qui se déclarent officiellement contre la transition écologique de l'agriculture, la transition agroécologique. Et donc ça, c'est important de le souligner. Il y a 63% des agriculteurs qui pensent qu'il faut faire avec, et 22% qui pensent que c'est une opportunité, il faut avancer avec. Donc c'est important aussi de le souligner. Donc dans ce contexte-là, on pourrait se dire, notamment par rapport à cet état du monde alarmiste, enfin cet état alarmant du fait du fonctionnement du système alimentaire, que l'agriculture biologique, ça pourrait être une agriculture du futur, dans la mesure où, à minima, on peut discuter sur la définition de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, elle est ancienne, elle date des années 20-30, sa définition a évolué, mais en tout cas, à minima, c'est une agriculture sans produits chimiques, c'est-à-dire sans intrants chimiques de synthèse, donc sans engrais chimiques de synthèse et sans pesticides chimiques de synthèse, et avec des travaux qui montrent ces effets positifs sur la qualité de l'eau, de l'air, des sols, la biodiversité, la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs. On a aussi l'avantage d'avoir, si on se passe des engrais chimiques, si on a une dépendance géopolitique, notamment au gaz russe, etc., qui décroît, donc c'est aussi un avantage. Si on remet les vaches à l'herbe, les animaux dans des conditions d'alimentation plus cohérentes avec leurs besoins naturels, etc., on s'affranchit aussi de notre dépendance énorme au soja, qui est produit dans des conditions environnementales aussi problématiques en Amérique latine. Donc tout un tas d'avantages qui pourrait nous faire penser que oui, c'est un modèle du futur. Quand on regarde les politiques publiques, on se rend compte que la politique française de l'agriculture biologique, on se rend compte que c'est pas du tout le pari qui est fait. On n'aborde pas l'agriculture biologique comme une option agronomique intéressante pour l'avenir. Et ça, effectivement, la critique, donc ça institutionnalise une critique de l'agriculture biologique qui est ancienne finalement, puisque comme je vous disais tout à l'heure, au départ, donc dans les années 20-30, 1920-1930, les premiers penseurs de l'agriculture biologique, à travers différents courants, proposent des façons de produire. C'était déjà
elle se positionnait en critique de l'industrialisation de l'agriculture, et elle s'est développée comme critique, et bon, il y a des approches en termes de techniques de compostage, techniques de santé des sols, etc. Tout un tas de discours techniques liés à un discours aussi politique, de valeurs, de fonctionnement de l'exploitation, du rôle de l'agriculture dans la société. Bon, ça c'était un peu ignoré par le système jusque... Après ça s'est développé un peu, ça a commencé à se développer dans les années 70, et puis ça a commencé à s'institutionnaliser en France dans les années 80. Il y a la première politique de soutien à l'agriculture biologique, de reconnaissance de l'agriculture biologique comme une agriculture différente à partir du début des années 80. Mais bon, il n'y avait pas besoin de la critiquer à ce moment-là parce que c'était tellement marginal que c'était ignoré. On considérait que c'était une affaire d'arriérés qui refusaient le progrès ou un truc de hippie qui était complètement utopiste. Et donc, on s'en occupait pas trop. À partir du moment où ça a commencé à se développer de plus en plus, et ce qui allait aussi avec le partage de plus en plus large de la critique de l'industrialisation du système alimentaire, eh bien, on a commencé à devoir s'occuper de cette affaire parce que ça commençait à devenir un peu menaçant, on va dire, pour le système alimentaire contemporain agro-industriel tel qu'il est organisé actuellement. Donc, elle a commencé à être critiquée, contrée à partir d'un certain nombre d'arguments, que ce soit, il n'y a pas assez de rendement, donc on ne va pas effectivement pouvoir nourrir le monde, comme le disait Steve juste avant. Et puis même, il n'y a pas assez de rendement, donc ça va consommer plus de terre. Donc il y a même des travaux qui montrent que finalement c'est même une menace pour la biodiversité, parce qu'on va devoir déforester si on fait plus d'agriculture biologique. Enfin, voilà, il y a plein de travaux plein d'arguments, c'est pas des travaux, mais des arguments qui disent que ça n'a pas d'effet sur la santé, que c'est trop cher, etc. etc. Donc voilà, pourtant ça ne résiste pas à l'accumulation, comme je disais tout à l'heure, des travaux scientifiques qui, d'une part, montrent qu'on peut, par exemple, je renvoie un scénario qui maintenant a été beaucoup partagé, le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui montre qu'on peut nourrir l'Europe de la même quantité de personnes qu'actuellement à horizon 2030, sans produits chimiques de synthèse, sans engrais chimiques, sans pesticides, à une condition, bon, une grosse condition quand même, mais en termes de surface agricole, on a bien assez pour nourrir, même garder un petit volet d'exportation, notamment de céréales vers le Maghreb, qui est une exportation pour la sécurité alimentaire importante, donc à condition quand même de manger moins de viande, avec l'idée que toutes les surfaces qu'on utilise actuellement pour produire de l'alimentation animale, il faut les utiliser pour à la fois accueillir la baisse de rendement qui serait liée au passage à l'agriculture biologique, et puis produire plus de protéines pour l'alimentation humaine, etc. Il y a tout un tas de scénarios. J'ai mentionné TIFA, je pourrais mentionner aussi le scénario de Solagro, qui est un cabinet d'études toulousain et qui montre aussi que c'est possible au niveau de la France. Bref, donc il y a tout un tas de travaux qui s'accumulent comme ça. Il y a des travaux sur, par exemple, de la cohorte BioNutriNet qui montre que maintenant on a vraiment une accumulation de données qui montre qu'il y a vraiment des effets sur la santé du consommateur de manger bio, avec 23% de risque en moins d'être en surpoids, 31% de risque en moins de se retrouver en situation d'obésité, une concentration de pesticides dans les urines toujours inférieure, et 25% en moyenne de risque en moins de développer un cancer, et ça va jusqu'à 76% pour les lymphomes. Donc vraiment on a des résultats scientifiques qui se multiplient. Voilà, donc je vous disais, malgré tout ça, une politique de l'agriculture biologique qui est centrée sur un outil principal depuis les années 80, et cet outil, je pense que vous le connaissez tous. Je vous ai préparé une belle photo d'un label AB vert ou une petite feuille avec des étoiles blanches. C'est donc une politique de label qui sert en fait à mettre en lien à distance le producteur et le consommateur, et ça va permettre au consommateur, qui a priori ne peut pas distinguer une pomme bio d'une pomme pas bio, en apposant cette étiquette sur la pomme bio pour lui dire, elle a suivi un processus de production différent de la pomme conventionnelle. Donc c'est un système qui est basé à la fois sur un règlement, il faut définir qu'est-ce que c'est un processus de production biologique, et puis un système qui fait que le producteur peut
suivent ce règlement, et puis un système de contrôle derrière, c'est-à-dire qu'on va venir contrôler qu'ils suivent bien le règlement. Et puis, donc ça c'est contrôlé par un certificateur. Il y a plusieurs débats sur la certification, on pourra éventuellement en parler plus tard. La mise en place de la politique de l'agriculture biologique, notamment au niveau européen, a imposé un mode de certification qui s'appelle la certification par tierce partie, où le certifié, enfin le contrôlé paye son contrôleur, mais bon, c'est comme ça dans toute l'Union européenne pour tous les produits. Et à partir du moment où on est contrôlé et que les pratiques qu'on a sont cohérentes avec le cahier des charges, on a un label qu'on peut apposer sur le produit et vendre, donc notamment en intégrant dans le prix le surcoût de production sans produits chimiques, et ça fait un surcroît de travail, et donc c'est pour ça qu'on vend souvent les produits biologiques un peu plus chers, et ça permet à l'agriculteur de vivre. Et donc ce système de label, en termes de politique publique, c'est vraiment ce qui organise centralement la politique de soutien à l'agriculture biologique. Et c'est un système de segmentation du marché qui construit un marché de niche, c'est ce qu'on appelle un marché de niche, c'est pour ça que je dis qu'on veut, avec ces politiques en France, on cantonne l'agriculture biologique à la niche, on ne veut surtout pas la faire sortir de cette niche. Et en fait, c'est un soutien qui parie uniquement sur les épaules du consommateur, qui repose sur les épaules du consommateur, qui parie sur la volonté du consommateur de payer un peu plus cher un produit qui suit certaines règles de production. Et ça, évidemment, on l'a vu ces dernières années, là, extrêmement fragile, puisque quand le consommateur n'a plus l'assise économique pour pouvoir payer ce surcroît de prix, eh bien, il se reporte vers d'autres types de produits. Donc et ça, vraiment, il faut bien comprendre qu'en France, on parie uniquement sur ce système-là de soutien de la bio par le consommateur pour la faire fonctionner. Parce que quand on regarde les aides directes, vous savez que l'agriculture, elle touche énormément d'argent par le budget de l'État, par le budget des politiques publiques. Et c'est en France, le système alimentaire en général, sans parler que de la production, le système alimentaire, c'est 50 milliards d'euros, enfin 48,3 milliards d'euros en 2021, les dernières stats d'un rapport du BASIC, je pourrais vous donner les coordonnées. Mais, donc en gros, c'est une cinquantaine de milliards d'euros qui vont au système alimentaire. Et là-dessus, c'est, d'un coup, je doute, mais une trentaine de milliards d'euros qui vont à la production agricole, ou peut-être 25 qui vont à la production agricole. Et quand on regarde les aides, combien il y a d'aides là-dedans qui vont aux agriculteurs biologiques, eh bien, il y en a très peu. Et parce qu'en fait, il y a une aide qui est seulement une aide à la conversion. L'aide à la conversion, elle va permettre à l'agriculteur de tenir le coup. Tout le temps de conversion, c'est 3 ans, où il va mettre en place ses pratiques biologiques. Donc ça va lui coûter plus cher, plus de travail, etc. Mais il n'a pas le droit encore de vendre son produit bio plus cher. Il n'a pas le droit de mettre le label dessus. Et donc, on va lui verser une aide en attendant qu'il puisse mettre son produit sur le marché avec l'étiquette bio dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une aide à la conversion. Et c'est des aides qui viennent de la PAC. Et la PAC propose aussi ce qu'on appelle une aide au maintien. Le niveau européen a prévu, il y a des pays qui se saisissent de cette aide au maintien et qui subventionnent très fort leur agriculture biologique. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, comme l'Autriche, à plus de 30% de surface en agriculture biologique. Et ça, c'est possible parce que cette aide au maintien, elle permet de verser ensuite une aide directe à l'agriculteur une fois qu'il est agriculteur biologique et qu'il peut quand même vendre ses produits plus chers. Et c'est une forme de rétribution des services rendus parce que l'agriculteur biologique, il ne pollue pas, etc. etc. Et là, en France, on a, dès le premier septembre Macron, dès l'arrivée du premier ministre de l'Agriculture qui s'appelait Stéphane Travert, un ancien socialiste, il a annulé l'aide au maintien. On a eu l'aide au maintien pendant quelques années, ça a d'ailleurs permis à l'agriculture biologique de bien se développer. Et donc on a supprimé l'aide au maintien dès 2017 ou 2018, je ne sais plus. Enfin bon, il n'y a plus d'aide au maintien. Alors que c'est une possibilité au niveau européen. Et l'argument, c'est de dire que la bio doit être capable de faire reconnaître par le marché, c'est une approche de marché, sa valeur et ses valeurs. Et alors que ça ne prend pas du tout en compte le fait qu'on a 50 milliards d'euros qui sont mis dans ce système industriel. Et donc, en pourcentage, je vous le dis maintenant, on a 3,4% des aides qui sont des aides agricoles. Donc 3,4% des aides à l'agriculture vont à l'agriculture biologique.
Alors que l'agriculture biologique en France, bon, on n'est pas à 30%, on est parmi les... On est en dessous de la moyenne européenne, on est à 10,4% de la surface en agriculture biologique et 14% des agriculteurs. 14% des agriculteurs, 10% de la surface, 3,4% des aides. Donc on n'est même pas, on soutient même pas l'agriculture biologique à hauteur de sa proportion dans l'agriculture française. Ensuite, 5 minutes sans problème. Ensuite, donc pas de soutien, en gros, ou très peu, à l'agriculteur lui-même, celui qui produit en bio. Et quand on regarde le soutien à l'ensemble des filières biologiques, eh bien, alors que, donc c'est ce qu'on parle de soutien à l'interprofession agricole, les agriculteurs biologiques, comme tous les agriculteurs, donc ils sont 14% en France, eh bien, ils cotisent aux interprofessions, c'est une cotisation obligatoire. Et en fait, quand on calcule, ça a été fait par la Cour des comptes, hein, c'est pas moi qui l'invente, on calcule le soutien à l'agriculture biologique dans les filières, donc à l'interprofession biologique, c'est en fonction des filières, des produits, quoi, c'est entre 0,7 et 2% du budget des interprofessions qui vont à l'agriculture biologique. Donc pas de soutien aux filières en gros. Alors il y a un type de soutien depuis la loi Egalim, alors là c'est merci les États généraux de l'alimentation et M. Macron, enfin M. Travers à l'époque. On a maintenant un objectif pour les cantines scolaires d'avoir 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Mais cette règle-là, donc c'est une règle qui est quand même encore un petit moteur, un petit soutien, mais quand on voit comment elle est appliquée, on se dit qu'on doit être à quelques pourcents en moyenne en France, peut-être 3 ou 4% officiellement, on doit manger, bouger et manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas le bon slide. Manger 5 fruits et légumes par jour, si possible bio. Mais quand vous brossez tout le site internet du MASA, vous n'arrivez jamais à trouver ce point-là, alors que dans la loi, normalement, c'est si possible bio. Et puis, une promotion de la baie, notamment dans des campagnes organisées par l'agence bio, mais qui s'interdit de mentionner que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides, parce que c'est considéré, et c'est mentionné aussi dans le rapport de la Cour des comptes, parce que ce serait une critique indirecte à l'agriculture, au reste de l'agriculture, et donc ça, c'est pas terrible. Donc voilà. Mais si c'était que ça, pas de soutien, on parie sur les épaules du consommateur, en réalité, on a aussi... on met directement des bâtons dans les roues de l'agriculture biologique. Alors, ça se fait dans le débat public, notamment sous la pression des agriculteurs conventionnels, etc. On parle d'agriculture, il y a plein de modèles en compétition avec l'agriculture biologique, agriculture intégrée, agriculture de conservation, agriculture durable, climato-intelligente, etc. Mais en réalité, plus grave, c'est qu'il y a institutionnalisation de labels moins-disants sur le plan environnemental, mais publics. Et c'est le cas de l'agriculture raisonnée, qui était au départ un modèle d'agriculture promu par les industriels des phytos, donc des pesticides, puis par la FNSEA, et puis maintenant, plus récemment, on a l'agriculture HVE, qui fait beaucoup plus de tort à l'agriculture biologique parce qu'elle peut être apposée sur le produit, et ça brouille évidemment le regard des consommateurs qui se trouvent avec des produits labellisés avec une jolie étiquette, avec des signaux environnementaux, et en réalité, dans les faits, il n'y a pas du tout, notamment sur les pesticides, il n'y a pas de contraintes, etc. Le HVE, c'est très très light, et pourtant il a l'impression d'acheter du bio moins cher, puisque en gros c'est moins cher, puisque ça n'a pas 90% des agriculteurs sont passés HVE sans changer rien dans leur pratique. Et donc voilà, c'est une concurrence pour le bio au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau des aides, puisque 25% des aides de la PAC sont versées au titre de l'environnement, ça s'appelle l'éco-régime, et dans la première mouture du ministre de l'Agriculture, après la dernière réforme de la PAC, on proposait de verser les aides indifféremment, de façon automatique, à des bio, les aides de l'éco-régime au bio ou à HVE, on considérait comme complètement équivalent. Heureusement,
La commission a retoqué ça, mais maintenant il y a une trentaine d'euros à l'hectare de différence. C'est une très, très faible différence, qui n'est pas proportionnelle aux effets environnementaux. Et puis une délégitimation des yeux de l'agriculture biologique, évidemment aux yeux du public. Et il y a une forme de flou communicationnel très forte. Je me suis amusée à regarder la définition de l'agriculture biologique sur le site du ministère de l'Agriculture. Alors, peut-être en préalable, la définition de l'agriculture biologique pour la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, c'est un mode de production basé sur le respect des cycles naturels, la prévention, la non-utilisation d'engrais et de pesticides chimiques de synthèse et d'OGM. Donc c'est assez clair comme définition. Quand on regarde la première définition de l'agriculture biologique qui apparaît sur le site du ministère, c'est un système global de production agricole qui allie les meilleures pratiques environnementales, le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l'application de normes élevées en matière de bien-être animal. Alors évidemment, ça ne mentionne pas le fait qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, etc. Et quand on regarde la définition de HVE, eh bien c'est le 3e niveau de la certification environnementale des exploitations agricoles, le niveau le plus élevé. Donc vous voyez qu'il y a un flou, on ne voit pas bien de grosses différences entre l'agriculture biologique et l'agriculture HVE. Bref, donc voilà, une mise en concurrence avec d'autres labels publics. Et ça, c'était autrefois complètement impensable puisqu'on s'occupait bien de segmenter les marchés. En conclusion, j'ai essayé de vous montrer que le backlash de l'agriculture biologique, il est inscrit directement dans les instruments de politique publique qui sont censés la soutenir, ou l'encadrer en tout cas, et elle est encadrée pour rester dans sa niche. Donc l'agriculture biologique, elle est ainsi réduite à donc, un marché de niche et uniquement traitée comme telle. On refuse de la voir comme une solution, à la fois comme une solution, une option agronomique et une solution de type socio-économique. Et un point important à mon avis à souligner, c'est que l'agriculture biologique, il faut arrêter d'en parler de façon isolée, et elle ne pourra se frayer un chemin dans les politiques publiques françaises et avoir un soutien un peu plus correct, comme c'est le cas dans plein d'autres pays européens, quand on pourra parler de façon plus claire des problèmes liés aux pesticides et aux engrais chimiques. Et ça, c'est ce qu'il faudra sortir, notamment de ce piège sémantique autour de pas d'interdiction sans solution, alors qu'en fait, il y en a des solutions, et notamment ces solutions alternatives d'agriculture systémique, holistique. Voilà. Alors, je vous remercie. Pour finir, je voulais simplement vous renvoyer à... Alors, d'abord, évidemment, il faut lire cet ouvrage-là, hein, je le remontre. Il faut lire celui-là. Et ensuite, vous pouvez vous reporter à ce document. Si vous vous intéressez aux questions agricoles et aux questions de transition écologique de l'agriculture, vous le trouverez en ligne. C'est le Lierre. Le Lierre, c'est une association principalement de fonctionnaires qui essayent de faire avancer la transition écologique et qui, là, ont fait un gros travail fait par des chercheurs et qui essayent de déconstruire les idées reçues autour de la transition écologique. Il y a une quinzaine de chapitres qui vous apprendront plein de choses avec plein d'éléments qui sont intéressants à discuter ou à avoir pour débattre sur les questions agricoles actuellement. Je vous remercie.